avoir une discussion. Je vous propose de faire deux conférences, celui d'Isabelle Ramien, et ensuite, avant la pause, de poser des questions à ce moment-là. Ou à chaque conférence, comme vous voulez. C'est deux sujets différents. Voilà, discussion après chaque conférence. Personne ne verra pas. Merci beaucoup de cette présentation. Moi, je vais enlever ma montre et je vais essayer effectivement de ne pas trop dépasser. De toute façon, c'est extensible aussi la demande des questions. Donc, merci à vous de m'accueillir. Merci à toi, Isabelle, pour l'invitation qui donc me permet d'aborder ce texte du jeu d'Adam sur lequel j'ai travaillé ces derniers temps, du point de vue de la musique et des musiciens, si tant est que j'en ai la compétence. Je ne l'ai évidemment pas, ce n'est pas ma formation principale. Je serais très heureuse de discuter avec vous des objets que je vais vous montrer. Je suis sincère, c'est réel, j'ai besoin en fait que vous me disiez comment vous voyez les choses et si vous en fait vous pouvez m'apporter de l'information et cautionner quelque chose en fait qui est, je l'annonce d'emblée, en fait une portion sinon des conclusions, du moins des choses que j'ai été amenée à penser en consultant ce manuscrit. Je pense qu'il a beaucoup plus à voir qu'on ne l'a dit jusqu'à présent avec le milieu des musiciens liturgistes. Et je pense aussi en fait que ce texte, donc, qui est pour les spécialistes du théâtre médiéval un must, un passage obligé, probablement en fait gagnerait beaucoup, ou gagnera beaucoup, du moins je l'espère vraiment, à être envisagé par ce biais qui est celui donc de la musique. J'explique aussi, je pense, pourquoi il ne l'a jamais été jusqu'à présent, ou en tout cas pas suffisamment. Première raison, parce que la marque de la musique, comme on va le voir ensemble, est beaucoup plus présente, je dirais, dans les premiers folios du manuscrit où ce texte est contenu que dans le manuscrit du jeu d'Adam à proprement parler, enfin dans les pages qui contiennent le texte. Et deuxième chose, tout cela a à voir bien évidemment avec le milieu qui éventuellement est celui de ce manuscrit et qu'il est très difficile de cerner ce milieu. Troisième chose technique, non, on verra ça en détail plus tard. Donc en fait, voilà, c'est les courants de la recherche qui font qu'effectivement on a tendance maintenant à inscrire plus les choses dans la problématique des milieux qui produisent des objets et qui s'en servent, qui fait qu'on s'amène, on est amené à s'interroger là-dessus. Et puis, comme on va le voir ensemble, la difficulté en fait à percevoir stricto sensu, et c'est là que vous allez m'aider, le type de musique en fait qu'il peut y avoir à l'intérieur de ce jeu d'Adam. Je vous ai proposé donc pour titre le jeu d'Adam, drame liturgique, 12e-13e siècle, du manuscrit à la scène. On va commenter un tout petit peu. Donc le jeu d'Adam, ce passage obligé, ce poncif en fait du théâtre médiéval. Drame liturgique, bah oui, je vais revenir en fait sur la définition de ce type de texte à l'évidence, et je suis sûre que vous le savez tous. Ce terme de drame liturgique qui a été créé par la critique au 19e siècle, et puis j'irai assermenté, enfin accepté ensuite au 20e siècle, à avoir très étroitement avec un dispositif qui est à l'origine un dispositif musical. Dernière chose, effectivement, donc, de cela, donc du manuscrit à la scène, je commande d'abord le texte. Le jeu d'Adam, effectivement, participe de ce qu'on appelle les arts du spectacle ou les arts de la scène, à deux titres au moins, le théâtre et la musique. Et cela est tellement vrai, je dirais, qu'il a donné lieu à un certain nombre de transpositions, transpositions scéniques et scénico-musicales, et que je dirais qu'en fait c'est l'un des seuls textes qui puissent appeler ce type de transposition totale et qui nous viennent en fait du Moyen-Âge. Et donc c'est si vrai que je pense que je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Il a été adapté en fait, notamment donc par ce groupe de théâtre universitaire qui s'appelait donc les Théophiliens, qui était le groupe d'étudiants de Gustave Cohen. Donc Gustave Cohen, historien du théâtre médiéval qui arrive en Sorbonne donc en 1932, qui donne un certain nombre de cours à ses étudiants et qui en a assez en fait de les voir, passez-moi l'expression, ramer sur des textes, et notamment donc, sur les textes qu'il aime et qu'il veut transmettre, qui sont les textes dramatiques, et qui décide, c'est la légende en tout cas qu'il transmet, de créer sa troupe de théâtre médiéval pour jouer, pour performer ces textes. La troupe de théâtre médiéval donc performe tout d'abord le texte qu'on appelle le miracle de Théophile, d'où le nom de la troupe, pardon, les Théophiliens. Et l'image donc que vous avez sous les yeux correspond au second spectacle que les Théophiliens montent, et c'est le jeu d'Adam. Les images que vous avez donc devant vous sont des extraits de la mise en scène, font partie de l'édition en fait, qui est parue chez De la Grave l'année suivante le spectacle, donc en 1936. Et donc le spectacle est donné au début donc, dans l'amphi Bulgare, donc on est en Sorbonne. Et vous voyez en fait ici que l'estrade simplement de l'amphiliar, que si chacun évidemment connaît et a fréquenté, a été agrémentée d'un certain nombre de mansiones, de maisons, donc comme on dit, c'est parti en fait de décors de carton-pâte qui auraient fait partie donc, du décor
on fait probablement partie effectivement des décors des mystères au XVe siècle, et que Gustave Cohen avec ses étudiants a reconstitué. Donc vous voyez en fait, que je ne dise pas de bêtises, donc à ma gauche et de l'autre côté pour vous, la gueule d'enfer, donc, et de l'autre côté, hein, une figuration qui serait celle en fait du paradis, d'où effectivement on voit Adam et Ève situés, et Satan au milieu, hein, qui essaye effectivement de séduire Ève. Bon, on ne fait pas durer le suspense plus longtemps, je sais bien que vous avez déjà entendu parler des théophiliens, et je sais bien que celui que vous voulez voir, en fait, c'est Jacques Chaillet. Le voici donc, en fait, côté gueule d'enfer, Jacques, donc, côté gueule d'enfer, dénommé donc, par mon illustration, je sais qu'on ne voit rien, c'est toujours comme ça, le maître de la psalette, et donc je vous disais que le spectacle en question était mis en musique, c'était un fait, et donc il dirigeait un certain nombre de chœurs, qui étaient des chœurs évidemment liturgiques, on va y revenir, hein, et qui s'articulaient très précisément donc à ce texte du jeu d'Adam. Donc Isabelle, je ne sais pas si d'emblée on peut faire écouter quelque chose, est-ce que c'est pas une bonne idée? On le fait à la fin techniquement? Il vaut mieux à la fin. Voilà, et alors là, c'est là déjà que vous intervenez. Si vous, en fait, vous pensez pouvoir recréer quelque chose qui corresponde, évidemment non pas maintenant, pas tout de suite, mais dans quelques images, donc à ce jeu d'Adam, libre à vous effectivement de donner un accompagnement musical. J'ai assisté donc à une brillante interprétation de quelques morceaux en fait tirés directement de pages de manuscrits, et j'étais très impressionnée par Zoé, donc je ne sais pas si on va pouvoir se livrer à la même performance, je pense pas, ça se prépare comme ce genre de choses. Donc voilà. Alors avant de quitter mon titre et d'entrer dans le vif du sujet, bon déjà avant on va quitter les théophiliens temporairement, parce qu'on va comme si que la fin de l'exposé. Donc voilà, il monte hein, donc ce spectacle du jeu d'Adam, non seulement en décor intérieur, avec on va dire, les contraintes sur lesquelles je me fais une joie de revenir, mais pas maintenant, on va dire, sur, donc, dans l'amphiliard. Et puis, donc, ils ont cette idée merveilleuse, on va aller jouer ça, effectivement, en décor naturel, faut que je passe sur les circonstances. Hélène Solterer est dans la salle, et donc elle est la personne, en fait, qui a travaillé sur les théophiliens récemment, qui a produit un livre magnifique. Je pense en fait qu'elle est aussi à même de dialoguer avec vous hein, sur ce sujet. Donc les théophiliens jouent à Chartres effectivement sur le parvis de la cathédrale en 1935, donc la même année, et donc là vous avez une image effectivement, et là vous voyez en fait derrière les chœurs aussi. Donc vous voyez on transporte le jeu, on transporte aussi la musique. Voilà, voilà. Donc ça c'était les premières images, donc j'avais annoncé une image 1, 2, 3 dans mon exemplier. Vous vous moquez des dates, mais comme j'essaie inscrite en fait dans mon titre, tiens, 3 bis, voilà, pas mal non plus. Vous voyez, décor naturel, feuilles, fleurs fraîches, enfin feuilles feuillues, quoi, pour le paradis, pas mal, hein, on imagine effectivement quelque chose. En tout cas, hein, pour citer Paul Zumthor que tu as interviewé donc, il y a quelques années, il disait c'était très beau, c'était juste très beau. Alors. Après, on peut discuter, hein, et d'ailleurs, mon exposé vise aussi à discuter de ce que j'ai pu appeler à un moment en fait, les dangers de la transposition. C'est dangereux, mais en même temps, est-ce qu'il y a d'autres manières de travailler que de prendre des risques? Et d'une certaine façon, ils ont pris des risques. Et voilà, j'en appelle à votre jugement de chercheur et à votre travail. Est-ce que quand nous travaillons, finalement, nous ne passons pas notre temps à prendre ce type de risque? Donc je disais que, voilà, je donnais des dates, alors autant les justifier. Pourquoi 12e, 13e siècle pour le jeu d'Adam? 12e siècle, la date probable, le texte a été composé